je démarre Side juste après mes études. Il n'y avait pas beaucoup d'histoires entrepreneuriales à succès en France. Pendant 3 semaines, on s'est enfermé à 4 et on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire en fait ? Qu'est-ce qu'on va faire comme business ? On était d'abord une équipe avant d'être une boîte et on a eu envie de créer notre propre projet. Là aussi, confiance absolue dans l'idée d'aller signer du Airbnb ou Uber ou autre. On était bien emmerdés. La période en France commence à être un peu plus compliquée avec des grèves sur la retraite, les gilets jaunes. Puis après, t'as eu le Covid qui arrivait. Voilà, ça commençait à faire beaucoup. Salarié, je sais pas si je serais bon. Et je suis aussi très fier et très content d'aujourd'hui d'être libre. S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors vous ne le savez pas, mais nous sommes le 30 septembre, journée internationale du podcast. J'ai découvert ça ce matin. Bref, ça c'était pour le contexte. Et non, le vrai contexte, c'est que je reçois un entrepreneur qui est au début de la Startup Nation, en tout cas en France, 2015. Et il a revendu sa boîte à un des plus gros leaders européens, si ce n'est le plus gros leader. Le leader, ouais, avec Adecco. Ça va, c'est une bonne entrée en matière, David, ou pas ? C'est une bonne entrée en matière. Je suis très content d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci, dédicace à notre chère Graphie, toujours des belles intros. Très content aussi d'être là. Première question, qui n'a rien à voir avec tout ça. Est-ce que tu es un dirigeant ? Est-ce que tu es un entrepreneur ? Et aujourd'hui, je crois pouvoir rajouter, est-ce que tu n'es pas un artiste ? Comment tu te définis ? Très bonne question. Eh ben, justement, je suis parti de Side pour essayer de répondre à cette question. Parce que ça faisait une dizaine d'années que j'entreprenais. Et en fait, j'ai été entrepreneur puis dirigeant. Et je sentais que j'avais mis un peu sous cloche des parties de moi qui avaient envie de s'exprimer. Okay. Et que j'avais pas laissé le temps de s'exprimer parce que c'était pas le moment de le faire. Et en fait, au moment où on a vendu Side, j'ai fait 2 ans chez Randstad parce qu'en fait, j'avais envie de vivre l'expérience d'un gros groupe. Donc le leader allemand. Le leader hollandais. Hollandais, putain. En fait, c'est mon leader mondial, mais il est hollandais. Voilà. C'est une dinguerie, c'est la 3e fois que je me trompe de nationalité. On a déjà fait des calls. Bref, ok. Ça, non, mais il va pas rentrer celui-là, désolé. Ok. Donc leader hollandais. Ok. Et qui est à peu près partout dans le monde. Dans l'intérim, du coup. Dans l'intérim et les ressources humaines. Ok. Voilà. Et donc, j'ai fait 2 ans dans le groupe. C'était intéressant pour moi de voir de l'intérieur comment ça se passait. On avait des gros enjeux, des grosses ambitions aussi au moment du rachat pour le groupe. Et au bout de 2 ans, je suis parti parce que en fait, mon équipe était meilleure que moi pour reprendre la main et j'avais plus l'énergie des débuts. Voilà, j'avais plus la niaque. Et du coup, comme je te l'ai dit juste avant, j'avais envie d'aller un peu à la découverte d'autres choses que j'avais envie de tester. Donc, je suis un peu les 3 et potentiellement plein d'autres choses à la fois. T'as été plus au début dirigeant, entrepreneur et aujourd'hui tu te sens un peu plus dans tes réflexions artistes ? Ça a évolué en gros le long de tes 10 dernières années d'expérience ? Tu démarres, en fait j'étais entrepreneur parce qu'en fait j'avais très très envie de créer un truc de zéro avec des potes. Et on avait déjà l'équipe avant d'avoir l'idée et on avait déjà l'envie d'entreprendre, mais on savait pas encore quoi. Et petit à petit, on s'est mis sur le chemin de l'entrepreneuriat. On a testé plein de trucs et du coup, il se trouve que c'est Side qui en est ressorti. Mais du coup, j'ai cette excitation de créer des choses et de créer des business de zéro. Et plus avoir la niaque, c'est baisse de cette excitation-là. C'est ce que tu disais à la fin de Side. Ouais, c'est ça. Ok. Et puis en fait, donc tu démarres entrepreneur et puis le projet grossit. Il se trouve qu'on avait une bonne traction. Du coup, on a eu des fonds d'investissement qu'on a été aussi chercher. Et tu lèves de l'argent, tu dois atteindre des objectifs, rendre des comptes que tu t'es fixé, exactement.
T'as tes premiers salariés, t'apprends le management, voilà, tu te formes avec les gens que tu recrutes. Et puis, en fait, tu deviens dirigeant. Donc, t'apprends à être dirigeant. Et j'ai adoré aussi cette partie-là. C'était stressant. Mais tu vois, on dit souvent, tu passes de 0 à 1 et puis après de 1 à N. Et donc, c'est vraiment un métier totalement différent. Et puis, comme je te le disais, à la fin de Side, quand je suis parti, les gens qui étaient dans la boîte étaient très bons dirigeants. Ils avaient la vision, ils avaient les valeurs que nous, on avait au début de Side. Et donc, ils ont été largement plus capables que moi et mes associés pour continuer le développement de la boîte. Et je suis assez sûr que le 0 to 1, quand tu es un entrepreneur et que tu adores ça plutôt que la phase de scaling, c'est qu'il y a un côté artistique ou créatif dedans. On va y revenir. Merci pour cette entrée en matière et on va aussi reparler que les gens comprennent. Déjà que les gens comprennent, tu déménages dans moins d'une semaine. C'est une putain de nouvelle vie là, non? Ouais, tu me prends au bon moment. Parce qu'en plus, il y a pas de vrai plan. Il y a pas de plan. C'est ouf. C'est je un t'ai peu dit juste avant, est-ce qu'il y a un peu de stress? Mais en vrai, c'est quand la dernière fois que tu as été face à l'inconnu aussi gros que là, quand tu vas partir t'installer à Miami? Peut-être au moment où j'ai démarré Side. Donc on revient au 0 to 1. Voilà, tu vois. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Magnifique. Sauf que je suis mon propre produit et j'essaye de mener ma barque dans un premier temps seul avant d'avoir d'autres projets. Et on ne sait pas à qui tu le vends, mais on espère que tu vas bien te vendre. Revenons à nos moutons. 2015, création de Side. On va pas te donner ton âge, mais les gens sont assez bons en maths, donc ils feront leurs calculs. Ça ressemble à quoi? Déjà, première question, à quoi ressemble l'écosystème à ce moment-là? Donc, est-ce que la Startup Nation ou même l'entrepreneuriat est aussi sexy quand tu es à HEC? On peut quand même le dire, dans la meilleure école de commerce. Je dis souvent ça dans le podcast, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi tu prends ce risque-là plutôt que de capitaliser sur en fait, le logo et le badge HEC pour faire une grande carrière. Et la deuxième question, tu peux répondre un peu dedans, mais c'est une bonne situation, ça, Putain, la ref. C'est une bonne situation, ça script. C'est une bonne situation de monter sa boîte en étant encore étudiant. On l'a beaucoup entendu. Est-ce que c'est vrai? Donc voilà, le timing et ton âge. Enfin, ta situation perso. Le timing, en fait, je démarre Side juste après mes études. Donc, c'était en 2015. Et il n'y avait pas beaucoup d'histoires entrepreneuriales à succès en France. Il y avait Blablacar, il y avait Price Minister. Okay. Déjà vendu à ce moment-là ou... Je sais plus trop. Okay. Price Minister, oui. Okay. Blablacar, Blablacar, mais non. Price Minister, oui. Et en fait, c'est le début d'une intention française d'être le leader de la tech, au moins en Europe. Et avec la French Tech qui démarre, The Family qui se met en place. Et donc, on fait partie de cette vague de boîtes et d'entrepreneurs qui se sont lancés à ce moment-là où il y avait vraiment une énergie, un écosystème qui se mettait en place. Et donc, c'est très, très excitant. Mais elle était palpable autant qu'aujourd'hui? C'est quand même assez sexy pour, tu vois, tes camarades d'HEC qui sont en master aujourd'hui. L'entrepreneuriat est plus évident qu'il y a 10 ans, non? Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de contenu, il y a beaucoup plus d'outils, beaucoup plus d'histoires aussi qui sont là pour nous aider à nous projeter. Nous, quand on a démarré, il y avait les vidéos Startup Food de The Family et quelques bouquins de Pierre Kosciusko-Morizet, quoi, tu vois. Et quand même, il y avait Coup d'État ou pas encore? Il y avait Coup d'État, il se lançait, ouais. Ok. Et autre question dedans, mais donc pour moi, je considère que plus tu as des exemples, plus tu peux te projeter, moins c'est risqué, du coup, dans ta perception. Vous êtes quand même lancé en tant que early adopter de cette trend de la French Tech. T'as 23 ans à ce moment-là, j'imagine? C'est ça. C'est assez, 23 ans en termes de maturité pour monter une boîte? Eh ben justement, je sais pas si on l'aurait fait, en tout cas comme ça, s'il n'y avait pas eu cette infrastructure ou cette communauté, ce réseau qui se constituait, qui nous a beaucoup rassurés, qui nous a beaucoup aidés au démarrage. Et ce qui est intéressant, c'est que ça venait pas d'HEC. Moi, j'ai fait la majeure entrepreneur à HEC, mais c'était vraiment le tout début des boîtes
tech, voilà. Ok. L'entrepreneuriat, quand j'étais en majeur entrepreneur, c'était tout type de business. Vous bossez sur quel genre? Enfin, les cas d'usage, c'est quoi comme business? Moi, j'avais des sujets où je devais relancer la toile de Jouy, par exemple, où Ok. je devais reprendre enfin, tu vois, c'est vraiment dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, mais c'était peu dans la tech, en fait. Bah, ce qui est l'entrepreneuriat à Ce la qui base, est- non? Ce qui est le tissu entrepreneurial d'aujourd'hui, ouais, donc voilà, donc c'était intéressant, mais c'était pas très sexy pour un étudiant. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était pas ce qui m'attirait le plus à l'époque. Peut-être que je reviendrai à ça plus tard. Bah, Mais en fait, à HEC, on n'avait pas forcément beaucoup de rôle modèle et d'idées de ce qu'on pouvait faire en tant qu'entrepreneur. Et on nous poussait plutôt à aller vers des métiers de la finance, du conseil. ok. Et moi, j'étais un des rares de ma promo à faire mon premier stage en start-up, par exemple. Voilà. Et On t'a vu comment à l'époque où tous tes potes ils allaient, c'est quoi, c'est boîte de conseil ou finance de marché ou Ouais, c'est corporate ça. finance? En fait, mon stage, je l'ai trouvé 3 semaines avant la deadline, alors que tout le monde avait son stage 6 mois avant. Donc, tout le monde me prenait pour un extraterrestre ou voilà. Et puis, quand j'ai passé mon entretien pour cette boîte, le fondateur m'a dit, mais soit t'es vraiment nul, soit t'es vraiment très bon, mais je J'arrive comprends pas pas à en fait savoir. pourquoi t'as pas de stage à cette période de l'année, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ah, limite, c'était red flag pour lui. C'était red flag, ouais. Ah, c'est drôle ça. Oui. Et On s'est toi, bien entendu et ça a bien matché. Donc, t'es devenu son bras droit, c'est ça? c'est ça, ouais. C'est le déclic? J'ai appris plein de trucs et il m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui, à l'époque, avait plus de la trentaine, et qui était passé par différentes boîtes, qui était aussi avocat, qui était en finance. Donc, il avait vécu pas mal d'expériences professionnelles différentes. Et donc, il m'a beaucoup appris, beaucoup inspiré. Et il m'a donné aussi beaucoup de liberté et d'autonomie dans mon stage, et ça, j'ai adoré. Je veux juste comprendre une petite chose. À l'époque où il y a peu de personnes qui se tournent vers l'entrepreneuriat, qui plus est la tech, mais on peut même dire la Startup Nation, je veux dire, il n'y a pas une époque plus ressemblante que celle-ci où on croit que la Startup Nation, c'est des bières et du ping-pong, et surtout quand tu fais partie d'HEC. Est-ce que tu as été marginalisé contre ton gré, mais te rendre compte que toi, tu te reconnais pas dans tous les gens de la promo? Et ce que j'essaye de capter dans tout ça, c'est, t'as pas vu du risque? Ou alors est-ce que le risque, il était de suivre une grande carrière? Ou est-ce que t'as pas du tout intellectualisé tout ce que je te pose comme question? Moi, j'ai été en colocation avec mon meilleur pote d'HEC, qui lui aussi avait envie d'être entrepreneur, créer des boîtes. Au départ, en fait, on est deux, et chacun développe un peu des compétences techniques. Moi, plutôt sur le design, lui plutôt sur le développement web. Donc ensemble, il s'appelle Pierre. On fait des petits sites internet, ensuite on se met à faire des projets un peu plus gros, on s'entoure d'autres personnes avec qui on a envie de passer du temps en fait. Il y en avait à HEC? Et il y en avait. Des créatifs qui se Ouais. reconnaissaient pas dans le CDI de la société, faire grande carrière? Ouais, il y en avait quelques-uns. Ok. Et puis, donc on se met à avoir un petit collectif de 4-5 personnes. Là, on se met à créer une app pour un entrepreneur qui a levé des fonds et qui savait pas trop comment faire un produit. Donc, on se met from scratch à faire un produit pour lui. On le passe 6 mois avec lui. Et puis, donc ça nous donne peux dire confiance. Je peux dire qu'il s'appelle Stéphane Bobot. Ok. Donc, quoi la un boîte? serial entrepreneur. En fait, il avait une envie de développer une app dans le secteur du luxe. Parce que il arrivait, je sais plus très bien comment, mais à capter une population asiatique qui aimait venir en France pour le luxe, pour s'acheter du luxe. Et il avait envie de les faire venir sur une app. Mais il savait pas trop. Voilà, c'était ça l'idée de départ. Il avait envie de créer une une sorte app de dans le luxe. communauté. Exactement. Ok. Sauf que il avait testé plusieurs produits, mais il n'avait pas trouvé le truc, quoi. Et donc, secret sauce. Voilà, la secret sauce. Et puis, donc nous, on est reparti un peu de zéro. On a interrogé des gens et on a créé un concept d'une app. Donc en fait, c'était Store Locator. On pouvait voir. Je rentre dans le détail alors que c'était un truc qui n'existe plus, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, si tu veux, ta question de départ, c'était comment ça vous est venu.
Est-ce qu'il y a eu du stress? En fait, c'était tellement fluide parce que j'adorais passer mes journées avec ces gens-là. J'adorais le challenge qui nous avait été donné à ce moment-là. T'es tout jeune, tu te retrouves au dernier étage d'un building vu sur la Tour Eiffel avec un mec, enfin un entrepreneur voilà, réputé, talentueux et qui nous dit bah voilà, moi je vous fais confiance les gars, faites-moi une app. Vous avez 6 mois. Bon bah t'as envie de voilà, Tu te sens utile? Tu te sens utile, tu sens que valorisé. Il y a un challenge quoi. Ouais. C'est excitant et puis tu le fais avec des gens que t'aimes et avec qui t'aimes passer du temps. Et juste ce petit truc, d'ailleurs c'est mes peurs que je projette, je le sais très bien, c'est pour ça que je fais ce podcast, de rater ta carrière, de pas de rater ta carrière, mais de pas faire les meilleurs stages pour avoir le meilleur CDI, pour ensuite viser un beau salaire, etc. Toi et les gens avec qui tu t'es entouré, on l'a bien compris. Enfin, j'ai bien compris au fur et à mesure que tu racontais qu'en fait, tu as juste tout le temps été en mouvement et limite, tu n'as pas eu le temps de te poser ces questions-là. Mais reviens juste avant de rentrer à HEC. Tu fais tes 2 ans de prépa. Bon, on va pas parler de la prépa, mais c'est jamais très jovial pour tout le monde. Bon, certains le vivent mieux que d'autres. C'est quoi ta vision de l'avenir à ce moment-là? Tu vas à HEC pour faire quoi? Moi, j'avais pour objectif de... Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait l'objectif qui était le mien depuis que j'étais petit, et je pense que c'est aussi l'environnement familial, mon éducation qui faisait que j'avais envie, besoin de me mettre à l'abri financièrement, puisqu'on me disait, j'entendais beaucoup autour de moi, attention, c'est pas facile. Il faut falloir que tu aies un travail, que tu gagnes de l'argent. La vie est dure. HEC, c'est la meilleure réponse à cette crainte, non? Bah du coup, en fait, c'était un peu une sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais coché cette case, je me disais, bon, en fait, au pire, je trouverais un job, tu vois. Et d'ailleurs, j'en ai eu un. J'ai eu une proposition de job j'ai eu un CDI, une proposition de CDI chez Unibail. Et donc, je devais choisir entre aller chez Unibail ou lancer ma boîte. Et voilà. Et donc, j'en ai parlé à mes parents en disant, j'ai les 2 options. Et je sais qu'à l'époque, ils m'ont soutenu quelle que soit l'option, mais je sentais ils auraient été rassurés au démarrage. Est-ce que je prenne Unibail? Ils sentaient bien que ce qui m'appelait, c'était plus l'expérience entrepreneuriale. Ok, je décèle un truc, dis-moi si je me trompe, mais tu suis ton gut feeling. C'est ce que tu ressens et ce qui te rend heureux est plus important que les dictats de la société. Et après, j'arrête de te faire chier dessus. Mais... C'est potentiellement ça. Après, est-ce que ce sont mes gut feelings perso profonds ou est-ce que c'est la société, mon éducation qui me l'ont mis en tête? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais du coup, tes darons t'ont pas mis trop de stress, à ce que je vois. Ils t'ont dit de faire, mais bon. Ils m'ont pas mis trop de stress. Enfin, tant que j'étais dans entre guillemets le droit chemin et que je faisais des études, des études qui étaient reconnues comme étant des études difficiles et donc du coup qui avaient potentiellement beaucoup de métiers incroyable. Okay. Voilà. Et là, tu t'es dit, je peux. Et après, j'avais quand même une envie un peu plus perso. Moi, je voulais absolument HEC. Donc, j'ai cubé, j'ai fait 3 ans de prépa. Ah, je savais pas. T'avais quoi la 2e année? J'ai eu EDEC. Et allez, je dirais pas que c'est l'école que j'ai faite. On va arrêter cette interview. Et en fait, j'ai passé quelques mois après mon bac dans une université américaine, donc un summer school. Summer camp, ouais. Summer camp. Et en fait, tu as la possibilité de vivre pendant 2-3 mois sur un campus américain pendant l'été et de bénéficier de toutes les infrastructures et des cours, etc. Et j'ai adoré l'expérience. J'ai adoré le fait que le matin, tu avais des cours qui étaient un peu what the fuck. Ok. Donc de débats, cours, d'accord, okay. Des trucs que j'avais pas l'habitude d'avoir. Donc ça, c'était intéressant. Et puis, la deuxième partie de la journée, c'était du sport. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Enfin, j'ai senti que l'expérience de l'école se passait aussi et surtout par la rencontre et le fait d'être en extérieur, de faire du sport, de se dépasser ensemble. Et je sentais que HEC, avec ce campus, avec le fait qu'ils ont des infrastructures de malades, je sentais que je pouvais retrouver ça. Et donc, je pouvais associer ce mindset-là, enfin cet état d'esprit-là, avec justement la sécurité que pouvait apporter une école comme HEC, quoi. Alors, c'était pas prévu de parler des US, mais je suis obligé de plonger la tête la première dedans. Sur le mindset,
Il n'y a pas une limite? Est-ce que tu as vu une différence quand tu es arrivé à HEC? Est-ce que le sport a une place aussi importante? Est-ce que les cours qui sont moins ancrés entreprise et plus vie, d'expression, de collectif, est-ce que tu les as retrouvés? Les cours sont toujours what the fuck. Ok, même à HEC? Ouais, mais pas forcément dans le bon sens du terme. En vrai, non, pour être plus précis. Le management de crise, J'ai pas retenu énormément de choses de mes cours à HEC. Ok. Et je me suis beaucoup investi dans la vie associative, du campus, le sport. T'étais à quel asso? J'étais à quel asso? J'étais dans plusieurs assos. Il n'y a pas un truc artistique ou sportif dans tout J'étais ça? dans l'asso de vidéo. Ok. Donc on filmait les événements du campus, de la promo. Ok. Et puis on faisait on faisait des petites vidéos, des gros events une fois par trimestre où on présentait un peu le trimestre à tout le campus. Donc il y a une démarche artistique là-dedans. Qu'est-ce que j'ai collective. fait? Et collective, exactement. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme asso? Bon, j'en ai fait pas mal en vrai. J'ai listé pour la JE. Junior entreprise. Junior ok. entreprise. Donc un peu business quand même déjà. Presque voire côté entrepreneurial. Je suis pas sûr que tout le monde se sent légitime quand il arrive juste après la prépa de faire ça. Exactement. Et j'étais dans une asso de foot. Ok. Voilà, j'étais nul au foot. J'allais dire c'est pour ça qu'on est là ici. Hein. Et qu'on se voit pas au Parc des Princes ou. Exactement. Mais j'aimais l'ambiance. Fin d'HEC, pareil. C'est peut-être. C'est quoi ta vision du pro et comment la graine de Side se plante, sachant que on est un peu parti dans tous les sens classiques, désolé. Tu disais tout à l'heure que vous avez commencé ce projet à 4 ou 5 pour cet entrepreneur. C'est les débuts de Side, en fait, ça? C'est les débuts de l'équipe. Ouais. De l'équipe fondatrice. Et en fait, on a appris à travailler ensemble. On a appris à se répartir les rôles. Et on a adoré travailler ensemble. On a vu qu'on était très complémentaires. Alors que un peu plus tard dans l'expérience Side, tous les investisseurs qu'on croisait nous disaient « Les gars, elle est belle votre histoire, mais jamais vous resterez à 4. Il y en a au moins un ou deux qui vont se barrer. » Gros red flag quand vous avez essayé de lever? Gros red flag. En fait, ils nous prévenaient que ça allait pas durer. Ils nous disaient « Vous faites pas d'histoire, Ok. les gars. » Parce que quelques années après, c'est devenu la norme. Hein. Team de 2 max, 3 parfois, mais alors 4 gros red flag, quoi. Ouais, et il se trouve qu'on a fini l'aventure ensemble, hein, quasiment, parce qu'en fait, au moment où on a vendu, il y en a 2 qui sont partis, Gaspard et Hugo. Et avec Pierre, on a pris la main pour continuer au sein de Randstad. Donc, en fait, on était d'abord une équipe avant d'être une boîte. Et on a eu envie de créer notre propre projet, après avoir travaillé pour notamment cet entrepreneur. Et on savait pas quoi. Donc, pendant 3 semaines, on s'est enfermé. Je disais qu'on était en coloc. J'étais en coloc avec Pierre. On s'est enfermé à 4. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire, en fait? Qu'est-ce qu'on va faire comme business, comme boîte? C'est quoi nos idées? Et donc, on avait un paperboard et on écrivait nos idées. Et puis, chacun creusait ses idées dans son coin. Combien de temps avant de trouver la bonne problématique? On s'était laissé 3 semaines. Et en 3 semaines, vous avez couvert combien de problématiques dans ce cas-là? Avant de trouver les solutions. On a dû en lister, on va voir, c'est parti un peu dans tous les sens. À la fin, on en a gardé 2. On a fait 2 landing pages avec des faux produits. Et on avait cette capacité-là à créer vite des produits, des sites, etc., comme on l'avait fait par le passé sur les projets freelance qu'on avait fait. Et donc, on a lancé une landing page avec des fausses missions, parce que Side, donc pour expliquer un peu ce qu'on faisait, au moins au tout début, c'était qu'on avait envie de démocratiser l'expérience que nous, on avait vécue en tant que freelance à des gens qui n'avaient pas forcément des compétences techniques. Et donc, typiquement, aujourd'hui, pour les freelances experts, il y a Malte, mais il n'y avait pas de plateforme pour des jeunes qui n'ont pas forcément d'expertise particulière, de qualification particulière, et qui pour autant ont envie de se lancer dans le monde professionnel. Parce que quand on entend intérim, on l'associe souvent à des travaux manuels, peut-être même moins sexy, entre guillemets, mais c'est totalement différent d'un Malte qui fait que du freelance sur des métiers très experts. Exactement. Alors au début, on savait pas qu'on faisait de l'intérim, on savait même pas ce que c'était l'intérim. Ok, c'est des missions quoi. En fait. Et voilà, exactement, c'est des missions et c'était le tout début de Deliveroo, Uber, Hitch, c'était cette période-là. Ok. Et puis donc tu pouvais être chauffeur Hitch, tu pouvais être rider Deliveroo, mais tu pouvais pas faire beaucoup de choses d'autres
Enfin, bon, tu pouvais sinon aller poser ton CV dans des boutiques pour bosser, chez McDo, etc. Mais il n'y avait pas de service pour les jeunes pour pouvoir bosser de manière flexible, avoir ton app et voilà. Donc c'est ça qu'on a voulu tester. Donc on a créé une landing page avec des fausses missions, fait 3 semaines chez Airbnb au support client, fait 2 semaines ici, 3 semaines là, 3 mois ici, etc. Et puis on proposait aux gens de s'inscrire s'ils étaient intéressés par une de ces missions. Évidemment, on n'avait aucun contact chez Airbnb & Co, mais c'était un moyen d'aller chercher des potentiels utilisateurs. On a poussé ça sur les réseaux sociaux, donc Facebook à l'époque, quelques groupes, et on a été se coucher, le lendemain on avait plus de 1000 inscrits, et on s'est dit... Interne à HEC ou même pas? Non, pas du tout. Ah, vraiment large? Vraiment très large, et même très peu d'écoles de commerce. C'était université... Et il y avait tout type, en fait, de gens qui se sont inscrits. Il y avait effectivement des jeunes, et puis tu avais des gens qui étaient au chômage, qui voulaient travailler coûte que coûte. Il y avait même des retraités qui s'ennuyaient et qui avaient envie de bosser. Des personas que vous n'aviez pas du tout ciblés à la base. Au départ, non, on savait pas. On a ouvert le champ et on s'est dit, bon, on va voir ce qui arrive. D'où l'intérêt de ne pas biaiser même ta landing page en disant c'est à la destination des étudiants. Sinon, tu te fermes déjà. Au départ, oui. Après, on s'est spécialisé parce qu'on voulait pas adresser. En fait, il fallait qu'on trouve un angle. Et l'angle, on s'est dit, on veut adresser ce service à ceux qu'on connaît, en fait, ceux qui ont une certaine dextérité, qui ont envie de mettre un pied dans le monde professionnel sans savoir exactement ce qu'ils veulent faire précisément. Et donc, on a ensuite précisé l'offre en se basant, en focusant sur les étudiants et jeunes diplômés. Je vois très vite le modèle marketplace. Gros red flag pour beaucoup de gens. Deuxième red flag. Non, mais quand ça marche, c'est top. Là, on a bien compris, c'est l'offre, du coup, l'offre en tout cas de main-d'œuvre, il y a de la demande. Tu le dis toi-même, tu n'as aucun contact dans des entreprises. Vous êtes 4 petits gars, allez, je suis péjoratif, mais en mode qui n'ont pas fait grand-chose entre guillemets de leurs 10 doigts. Là aussi, confiance absolue dans l'idée d'aller signer du Airbnb ou Uber ou autre. Comment ça se passe? On était bien emmerdés. Donc, quand on a vu... Elles sont où les galères, en fait? Le gars, c'est un long fleuve tranquille, quoi. Quand on a vu les 1000 personnes, enfin les quelques, je ne sais plus très bien exactement, on s'est dit que là, les galères commençaient, en fait. Parce que il fallait trouver du travail à ces gens-là. Et puis, comment tu pouvais savoir si tu arrivais vraiment à positionner des gens? Parce qu'une fois que tu as les boîtes, il faut ensuite que tu t'assures que les gens travaillent, comment tu te rémunères. Donc, t'inquiète pas que les galères, elles sont arrivées très vite après. Ça prend combien de temps avant que la machine se mette vraiment en route? Tu vois, les gens sont inscrits. On a ajusté la landing page pour focus sur le persona qu'on adressait. Et puis, on s'est mis chacun dans une pièce. On a appelé les gars, les users. On a essayé de comprendre ce qu'ils venaient chercher. Et puis, petit à petit, t'ajustes. En fait, nous, on avait vraiment à cœur de créer une expérience qui soit ultra, adaptée et focus sur ce que les gens, recherchaient quand ils cherchaient du travail. Donc en fait, on est arrivé, on a pris le contre-pied un peu de ce qu'il y avait à l'époque sur le marché de l'emploi, en servant la main-d'œuvre plutôt et en se disant qu'on allait attirer les meilleurs. Et donc vu qu'on allait avoir les meilleurs, ensuite on allait attirer les entreprises. D'où l'intérêt de commencer avec les talents plutôt que les entreprises. Okay. Et donc une fois qu'on avait ça, on a réussi à les qualifier, à la mano, et on a été voir des entreprises. Donc, il se trouve que là, tu parles d'HEC pas mal depuis tout à l'heure. Le réseau sert beaucoup puisque les premières boîtes qui ont travaillé avec des siders, comme on les appelait. Alors, à l'époque, on les appelait pas siders, on les appelait les slashers. Mais bon, je sais pas si tu veux qu'on rentre là-dedans. C'était Slash la boîte, là, au tout début? C'était Slash. Ah ouais? Et même WeSlash, parce que Slash, on n'arrivait pas à avoir tous les noms de domaine. Donc, on appelait WeSlash. Et quand on a été en Angleterre, parce qu'on s'est développé aussi en Angleterre. Que vous avez fermé? Qu'on a fermé après. Tu me demandes des galères, t'inquiète, il y en a plein. Non, mais je spoil. Et le WeSlash en Angleterre, en fait, il se trouve que ça veut dire on pisse. Et donc, quand on avait des gens qui s'inscrivaient sur la plateforme, ils disaient, mais en fait, mes parents veulent pas que je bosse via votre app parce que c'est pas sérieux. On comprenait pas pourquoi. Et donc, en fait, on a compris après. Et donc, c'est pour ça qu'on a changé de nom. Comme quoi, le réseau HEC, il marche pas quand tu vas outre-Manche, en fait. Genre, on nous a pas prévenu. Personne nous avait dit. Okay. Et donc, pour revenir à ta question, nos premières entreprises clientes sont venues de notre petit réseau. Et puis, de fil en aiguille, on a réussi à proposer un service qui était intéressant pour les entreprises. On avait cette force d'avoir un positionnement qui est un peu différent de l'intérim, un peu plus sexy,
Ce qui faisait que les startups, PME de l'époque, qui n'avaient pas forcément envie de travailler avec des agences d'intérim qui sont pas très sexy à leurs yeux, venaient plutôt travailler avec nous. Ce qu'on voulait créer, c'était pas juste une job board où en fait t'as plein de missions. On voulait aller au bout de l'expérience jusqu'au moment où t'es payé. Et même, on voulait, ce qu'on a réussi à faire après, que tu sois payé juste après ta mission. Okay. Et donc que tout se passe sur ton téléphone. T'as pas besoin de te déplacer dans une agence. T'as pas besoin d'utiliser à la fois une job board, ton mailing, ton téléphone, machin. Tout se passe sur ton app. Et par contre, là, j'imagine, les clients payaient pas upfront. Juste mini parenthèse. Du coup, c'était quoi? C'est de la facturage que vous avez dû faire? C'est vous qui avez couvert les besoins en fonds de roulement? Enfin, la trésor? Tu vois les galères arriver. Bah ouais, je les vois. Alors là, je suis en mais bon, il faut prendre des risques pour valider la qualité. On va pas rentrer parce que je pense qu'on peut parler tellement de galères et aussi de succès. J'ai l'impression que, disons que si le 0 to 1 ou 0.5, on va dire que tu l'as terminé donc en septembre avec ton MVP, ça a pris un petit peu de temps, quelques mois peut-être avant de le valider. Dis-moi si je me trompe, j'ai l'impression que le 0 to 1, c'était ta phase où de l'inconnu, tu testes plein de choses. Et il y a un moment, vous avez le filon, et là vous êtes en mode, ok, il faut qu'on automatise, il faut qu'on se staff, etc. Je vais essayer de comprendre. Est-ce que c'est ce moment où il y a commencé à avoir évidemment les galères, mais qui ont fait que tu as commencé à perdre cette flamme, je ne sais pas comment tu le disais au début, cette niaque. Comment ça décru, comment on dit? Comment ça s'est dissipé? Ouais, ah là là, donc voilà, il est vraiment très intelligent. Il utilise un autre mot. Non mais exactement. Tu vois, est-ce qu'il y a eu une ou deux galères, des événements? Évidemment, je pense à l'international avec l'Angleterre. Puis tu me racontais qu'un jour, vous êtes vraiment posé, vous avez coupé un peu le robinet. Donc, vous avez fermé le pays. Mais ouais, raconte-moi un petit peu dans tout ça. Ouais, effectivement, on s'est quand même pas mal compliqué la vie. Mais en même temps, il n'y a pas de regret parce qu'il fallait tester, quoi. Il fallait tester des choses. Donc, notamment l'ouverture en Angleterre, où on lève 5 millions pour pouvoir y aller. Et puis. Quelle année, ça? 2017-2018. Ok, donc 2 ans après, ouais. Donc, ouais, 2017. Et il y a 2 de mes associés qui vont sur place pour lancer la boîte. Et en fait, c'était un peu trop tôt parce que, comme tu l'as dit, c'est une marketplace. Et donc, créer un produit pour une marketplace, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est assez complexe parce que il fallait faire 3 plateformes différentes, une pour les intérimaires, une pour les entreprises, une pour nos collaborateurs en interne, sans parler de toute l'automatisation que tu peux mettre au milieu. On travaillait avec de l'humain. Donc, en fait, ton produit, c'est tes siders, les personnes qui vont travailler. Donc, c'est pas une science exacte. Donc, il y a des jours où ils se lèvent pas, ils ont un accident, ça s'automatise pas, ça. Voilà, donc on n'avait pas assez automatisé, simplifié les process. Et donc, on se retrouve en Angleterre avec un marché qui est déjà un peu plus mature qu'en France à l'époque. Et puis, une façon de vendre qui est très différente, où il faut vraiment bien connaître les réseaux d'entreprises. C'est pas, à l'époque, en France, on faisait pas mal d'emailing, de call, et puis là, ça il faut pouvait le passer. Bon contact, quoi. Exactement. Notre ambition, c'était de mettre ce produit dans les mains du plus grand nombre. Donc, on s'est dit, l'Angleterre, c'est parfait, on avance, c'est le plus gros ou un des plus gros marchés du freelance et du staffing en Europe, allons-y, quoi. Et donc, pour revenir à ta question, à quel moment on a commencé un peu à fatiguer, en avoir un peu plein les bottes, c'est quand on a accumulé comme ça les challenges, les difficultés, et que c'était difficile d'être bon sur tous les sujets. Donc, tu avais l'Angleterre, tu avais la croissance, tu avais le fait d'avoir un produit qui était de plus en plus performant, dans le sens où la difficulté aussi qu'on a avec notre produit, je fais une autre parenthèse, c'est que c'est un peu comme les BlaBlaCar, c'est que tu as 90% de l'expérience qui est hors du produit. Donc, dans les 10% du produit, tu dois faire en sorte que ça couvre tous les edge cases que tu peux trouver. Et donc, tu apprends tous les jours de nouvelles features ou FAQ qui se remplit, quoi. Okay. Et donc, c'est quand ça a commencé à s'accumuler. Donc, on a eu l'Angleterre, on avait une équipe qui était en forte croissance. On devait tous les mois un peu repartir de zéro parce que c'est pas comme les SaaS où tu empiles du MRR. Okay. Tu vends des missions. Okay.
Il n'y a pas de cohorte, en gros, à part... Oh, bah, si, non Non, pas de temps, parce qu'en fait, quand tu as une entreprise qui fait appel à 50, 100 personnes pour les aider sur une mission, ça peut durer 2 semaines, 2 mois, 3 mois, mais une fois que la mission est terminée, il faut que tu retournes vers l'entreprise en disant « Ah, bah, t'es sûr que t'as pas d'autres missions à proposer ?» Ok. Ah ouais, donc il y a un effort de sales. Okay. Exactement. Et donc, ça, plus la période en France commence à être un peu plus compliquée avec les grèves sur la retraite, les gilets jaunes, et puis après, tu as eu le Covid qui arrivait. Voilà, donc là, ça commençait à faire beaucoup. Donc, on était toujours déterminés à faire en sorte que la boîte se développe, mais ça commençait à tirer dans les jambes, quoi. Et comment vous faites est-ce que c'est une réunion à 4 ? Qui est-ce qui sonne la sonnette d'alarme ? Et combien de temps vous prenez de réflexion avant de prendre la décision de fermer l'Angleterre, par exemple ? Alors, mes 2 associés sont vraiment défoncés pour que ça marche, Gaspard et Pierre. Moi, je restais en France avec Hugo et puis l'équipe française. Au bout d'1 an, on sentait qu'on n'atteignait pas les objectifs qu'on s'était fixés. On avait dépensé pas mal d'argent. Et puis, on commençait à avoir beaucoup de concurrence en France. Okay. Et donc, ce qu'on avait levé, les 5 millions de l'époque, n'était pas suffisant pour rester leader, enfin, vraiment asseoir une position de leader en France. Et donc, à ce moment-là, on savait pas trop. On en parlait beaucoup. On savait pas si c'était une bonne idée de fermer ou pas. Et puis, on a été on a été accompagné par un coach qui s'appelle Adrien Falcon, qui était numéro 2 ou 3 de Deliveroo à l'époque et qui s'est reconverti au coaching. On a été une de ses premières boîtes qui l'a accompagné et on a fait plusieurs sessions avec lui et on est arrivé à la conclusion que c'était la bonne décision à prendre de fermer Londres. C'est pas lui qui nous l'a imposé ou qui nous a dit de faire, mais en fait, qui vous a rassuré en tout cas. À force d'en parler dans ces sessions-là, okay. On est arrivé à la même conclusion que c'était le bon moment de le faire, quoi. C'est avant Covid ça ou après ? C'était juste avant le Covid. Ouais. Juste avant le Covid. Peut-être 6 mois avant, je dirais, je sais plus. Et au final, vous revendez quand ? 2023 ? On revend en 2022. 2022. Il se passe quoi pendant 2 ans ? Eh ben, pendant 2 ans, il y a déjà une bonne année et demie de Covid, le Covid long. Ouais. Et donc, où, c'est quoi vos jobs, quoi ? C'est quoi vos tâches ? Les missions, elles sont à l'arrêt ou presque ? C'est ça, en fait. Donc, on remet tout. Enfin, les entreprises ferment, donc nos clients ferment. On n'a plus de missions à proposer aux siders. On se met à aider les industries qui restent en mouvement. Donc, tu vas avoir des boîtes des usines qui se mettent à faire des masques. Des masques, ok. T'as pas bossé sur les vaccins, j'imagine ? Si ? Les vaccins, non. Ah, on a été un peu dans la santé, mais pas sur les vaccins. On a aidé les livraisons de repas, tu vois, La Belle Vie, Frischti, ces boîtes-là. Ok. Mais bon, t'as vite fait le tour, quoi. Okay. Et puis, mais on était assez fiers de participer à cette dynamique-là, mais c'est pas ça qui nous faisait vivre. Donc, on a, comme beaucoup de boîtes, c'était difficile. On s'est séparé d'une bonne partie de l'équipe, et puis on est reparti un peu de zéro. Enfin, pas de zéro, mais en tout cas, on est resté, tu vois, assez, comme on dit, lean, quoi. En attendant que l'orage passe. Et on avait une équipe motivée, soudée, et ça, c'était vraiment trop bien. Vous avez dû, avec en plus fermer l'Angleterre, en gros le pic en termes d'humains, et en 2022, vous étiez combien ? On est monté à 150. Et ensuite, vous êtes baissé et après le Covid, on était 50. Quand même. Ok, quand vous êtes 50, que vous avez cette strate, que vous la prenez en compte, est-ce qu'il y a déjà une perspective d'exit, donc de sortie en revendant la boîte ? Comment est venue cette revente ? Est-ce qu'elle a été réfléchie ? Et allez, je vais aller plus loin. Est-ce que c'est un succès pour toi ? On sort du Covid et on se dit que on n'a pas la trajectoire de croissance qu'on avait imaginée au démarrage. Et que pour pouvoir mettre du coup ce service, ce produit dans les mains du plus grand nombre, en fait, il allait nous falloir quand même pas mal de temps. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit que c'est intéressant d'aller voir les plus gros qui, eux, ont la notoriété, le footprint géographique. Et donc, et nous, on a la tech
Et on a l'équipe qui connaît parfaitement comment digitaliser ou tu vois, automatiser un certain nombre de choses sur cette industrie. Et donc, on se disait, bon, bah, ça va être intéressant d'aller parler avec des gros pour voir si on peut pas finalement faire tu vois, en combinaison des avantages quoi, de chacun. Vous avez dû revaloriser vos assets en interne et savoir ce que vous pourriez apporter à d'autres personnes de l'industrie, ce sur quoi vous étiez bon au final. Bah nous, la démarche a été plutôt d'aller voir des groupes en leur disant, voilà, nous, ce qu'on sait faire. Ouais. On est une belle boîte produit, on a créé une belle expérience, ça marche at scale. Pour autant, si on veut aller plus vite, on a besoin d'avoir un gros derrière nous qui nous aide à accélérer. Mais pour autant, le timing est le même pour tout le monde. C'est-à-dire que, j'imagine, post-Covid, ça reprend petit à petit, mais vous n'avez pas retrouvé les pics juste avant le Covid. Donc, c'est-à-dire que même les gros, ils pourraient être dans une position frileuse à ce moment-là, non ? Ils pourraient. Mais David les a charmés en 30. Non, pas du tout. Bah, ça a pris 2 ans quand même. Hein. Ok. Ça a 2 ans de pris, conversation avant de 2 ans de rejoindre conversation. Randstad. Ok. 2 ans de conversation parce qu'en fait, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais c'est un truc d'humain. Tu vois. Tu pourrais croire que, tiens, j'ai envie de créer une association, un partenariat ou peu importe avec un groupe, je vais le faire en 2-3 mois. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que ça nécessite de créer du lien, de comprendre les enjeux de la boîte en face, de te demander si tu as vraiment envie de bosser avec eux, si en termes de culture ça match, si tes associés ou tes salariés vont bien s'adapter et ont envie de travailler avec eux. C'est plus dur que le 0 to 1 avant même de créer la boîte, de s'associer. C'est plus dur en fait, une merger ou un rachat plutôt que de créer quelque chose. C'est un autre effort, c'est un autre travail. Okay. On a rencontré on a quasiment rencontré tous les groupes de l'intérim. Et on a bien matché avec 2. Et parmi les 2, il y a Randstad. Il n'y avait pas un petit français dedans ? Dans l'autre ? Il y en avait un autre, ouais. Français ? Un autre français. Ouais. Ok, d'accord. Un autre français. Et en fait, il se trouve que... Plutôt gros. Ouais. Il se trouve que Adecco a racheté Kappa. Et à ce moment-là, en fait, Randstad et Adecco, Attends, Kappa. Qui a fondé ça ? Stéphanie Delest. On est d'accord. Dédicace Stéphanie. Là, ça vient de me... Ouais. Pour... Je crois que c'est public, elle. Mais je sais plus combien de millions. 100 de millions. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, elle en parlait. Ok. Et ça a été un bon étalon aussi pour nous pour fixer la valeur de la boîte. Ok. Et merci Steph. Merci Steph. Et donc à cette époque, la vente de Kappa à Adecco a vraiment accéléré les discussions qu'on avait. Okay. Et notamment avec Randstad qui disait nous aussi, finalement, ça nous intéresse, il faut aussi qu'on bouge sur ce sujet-là. Pendant quelques semaines, quelques mois, ils n'étaient pas ultra d'accord sur la strat. Et quand ils ont vu ce move-là, ils se sont dit, bon, c'était notre stratégie prioritaire, mais en fait, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut qu'on arrête de se poser des questions. Donc ça se travaille, une revente. Hein. Ça sort pas du chapeau. Exactement. Il y a une vraie strat. Il ne reste pas tant de temps. J'ai envie de faire un vrai tour dans ta tête. Donc, tu as quand même 10 ans d'expérience entrepreneuriale, un peu moins. Tu as été vesté 2 ans chez Randstad. Déjà, est-ce que tu as apprécié ces 2 dernières années ? Et est-ce que tu avais besoin de ces 2 dernières années pour repartir sur autre chose ? Ou est-ce que tu aurais pu, juste après la revente, parce que sur les 4 associés, vous en êtes que 2 qui avaient rejoint la société. Donc ouais. Quel état d'esprit ? Moi, j'ai avec Pierre, on s'est et mes 2 autres associés aussi, mais eux, ils étaient arrivés un peu au bout de l'aventure. Ils en avaient envie de faire autre chose. Il y en a un qui était parti dans le sud, l'autre à Bordeaux. Ils avaient envie de creuser d'autres sujets. Avec Pierre, on a bien matché avec le CEO de Randstad et le CDO, donc Chief Digital okay. Officer. Et donc, on a eu envie. C'était vraiment un projet qu'on avait construit ensemble. Et donc, pour nous, c'était normal de continuer. On était assez excités par le truc. Et chacun avait sa mission. Moi, j'avais pour objectif de continuer à déployer Side au sein du groupe et donc à bénéficier de la notoriété du groupe pour avoir plus de clients et vraiment faire grossir Side.
Et Pierre, lui, il avait pour objectif de mettre à disposition la techno qu'on avait créée à d'autres filiales du groupe pour s'assurer qu'en fait, le groupe puisse bénéficier de notre techno en dehors de la filiale Side. C'est faire perdurer Side en interne de Randstad. C'est ça le Exactement. nouveau challenge pour vous. Exactement. Ok. Et donc, le challenge nous a vraiment bien plu. Donc, on l'a fait. Il se trouve que après être dans un grand groupe, c'est assez politique. Le CEO Monde n'avait pas forcément la même vision que le CEO France qui a initié le rachat. Et donc, les choses mettaient beaucoup de temps à se mettre en place. Et puis, ça, c'était 1. Et 2, comme je te l'ai dit, moi, j'étais arrivé aussi au bout d'un cycle. L'équipe j'avais fait en sorte que les gens de mon équipe savaient vraiment bien faire tourner la boîte et étaient autonomes. étaient autonomes et tout ça. Donc, tu te sentais moins utile qu'avant. Ouais. Et la mission alors, on va faire 10 000 step back. Est-ce que tu es serein aujourd'hui sur l'avenir, même si tu sais pas exactement de quoi il est fait? Et à quel moment tu as compris que tu étais serein avec ça? Sur mon avenir à moi ou sur l'avenir de Side? Non, le tien, Side, c'est bon, on l'a mis derrière. Ouais, je suis assez confiant. Enfin, je suis vraiment très content et très fier d'avoir vendu Side à Randstad, la façon dont ça s'est fait, l'équipe qui a repris la main et là la boîte continue à bien se développer. Je me suis fait aussi des amis qui étaient avant chez Randstad et qui sont maintenant des gens avec qui je suis en contact régulièrement. Donc je suis très fier et très content de cette expérience-là, et je suis aussi très fier et très content d'aujourd'hui d'être libre. C'est-à-dire j'ai le champ des possibles devant moi, je peux à peu près tout faire en fonction de ce dont j'ai envie. Et donc ça me réjouit beaucoup. T'as aucune peur du vide? Elle ressemble à quoi ta première journée à Miami là, de mardi prochain? Non, j'ai... T'as déjà des bières de prévu le soir? C'est quoi le délire là? C'est vrai, donc du coup, t'as lâché le mot. Bière ou Miami? Miami. Ok. Je sais pas si tu l'avais... Non, Miami, j'ai quelques connaissances parce que donc ces derniers mois, j'ai voulu trouver un endroit où je me sentais bien pour m'installer potentiellement. Et donc j'ai visité, j'ai passé quelques temps dans plusieurs villes. Et comme tu l'as compris, les États-Unis me plaisent. Enfin, c'est un endroit dans lequel je me sens bien, malgré ce qui se passe en ce moment et tout. Mais depuis le summer camp, depuis summer camp, t'as vu, je suis. Okay. Voilà. Y a pas que, mais j'aime beaucoup l'état d'esprit là-bas. Et donc pour un nouveau départ, pour moi, c'était le bon endroit, mais je savais pas où exactement. Et donc j'ai testé plusieurs villes aux États-Unis, et notamment Miami, et j'ai beaucoup aimé l'ambiance. J'ai beaucoup aimé le climat. Le fait que ce soit beaucoup tourné autour du sport. Et donc, je pense que je vais... donc, ce que je voulais te dire, c'est que j'ai passé aussi pas mal de temps à Miami il y a quelques mois, et j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de monde, des Français qui sont installés là-bas aussi, des entrepreneurs. Ça m'a énormément rassuré sur le fait que je vais m'y sentir bien, et du coup, j'y vais avec une vraie excitation. Je sais que... Puis au pire, je reviens. Mais je sais que je vais passer du bon temps, et ça va être intéressant. C'est drôle, j'ai l'impression que tu as mis des pions un peu partout, même géographiquement. Je veux dire en Hollande, Paris, peut-être Londres. Là, tu parles de Miami. J'ai aussi compris qu'avec Randstad, il était hyper important pour toi, et même avec Side, de bien tourner la page, mais qu'en fait, aujourd'hui, je pense que t'es pas un grand stressé de ce que je vois, mais au-delà de ça, tu te dis que si demain tu as besoin d'un job, si j'ai bien compris, tu pourras le retrouver. Je vais chez Unibail. Je sais pas s'ils vont kiffer, mais bref. Ou peut-être qu'ils s'en souviendront pas. Alors, en vrai, intéressant, vraie question. Tu prends pas un CDI chez une boîte quand tu es en début de carrière. Tu reviens après avoir monté une boîte. Bon, dans ton cas, tu l'as revendue, vous avez fait une plus-value. On n'a pas dit, mais plusieurs dizaines de millions d'euros. Tu reviens en tant que roi. Je sais que tu n'as pas prévu d'aller voir. En plus, je crois qu'ils ont racheté Rodamco. Westfield. Si, c'est URWC, je crois. Bref. Tu reviens dans le meilleur des cadres. Et si je te dis ça, c'est moi qui ai l'impression d'être passé après les 5 dernières années de ma carrière en me disant t'es sur le podcast, t'as intérêt à ce que ça réussisse. Mais est-ce que c'est plus sexy comme place de revenir en tant que founder en CDI? Je sais pas si... Non, tu vois, je sais pas si j'en ai envie. Ok. Et si j'en avais l'envie, en fait, je m'en fous que ça soit sexy, pas sexy. Si c'est une envie, tu vois, je trouve ça cool. C'est moi qui continue à penser avec les
les green flag ou red Mais flag. tu vois, en fait, CDI, enfin, salarié, je sais pas si je serais bon. Parce que je sais pas si je serais bon. Je touche un peu à tout. Je m'intéresse à plein de choses. J'aime faire travailler, enfin, faire en sorte que les gens s'entendent bien et faire en sorte qu'il y ait un objectif commun et qu'on arrive à travailler ensemble vers un objectif commun. Mais quand il s'agit d'expertise métier, je pense pas que je sois très très bon. Enfin, du coup, salarié, tu vois, en parlant, ça me stresse un peu. T'es généraliste? T'es pas un expert, toi, tu t'estimes? Ou t'es expert de connecter des gens et... T'es qui, David? T'es bon dans Ce quoi? en quoi je suis bon, je pense, c'est de faire travailler des bons profils ensemble vers un objectif commun, sans ego, où en fait on met, tu vois, un peu l'intérêt de l'équipe, l'intérêt du groupe au-dessus des intérêts individuels. Luis Enrique, PSG, notre entraîneur. Par contre, je dirais pas que je suis Luis Enrique, mais j'aime ça en fait. Et j'aime créer une harmonie, tu vois, au-dessus de ces individualités, de gens qui ont vraiment envie de s'exprimer, mais du coup s'exprimer dans une direction qui est à la fois bonne pour eux et pour la boîte. Je pose ma question différemment de comment elle était dans ma tête. T'as beaucoup voyagé, je crois, sur cette dernière année surtout? Ouais. Qu'est-ce que t'es allé chercher et qu'est-ce que t'as découvert? Dans les voyages? Ouais, et sur toi, du coup, j'imagine que c'était un peu introspectif d'une certaine part. Bah, comme je te l'ai dit, je suis parti en me disant que j'avais envie d'explorer d'autres parties de moi. Donc, on a parlé de l'entrepreneur, du manager, enfin, du dirigeant, de l'étudiant. Et tu vois, tu parlais au début d'un truc un peu artistique. Il y a une fibre artistique que j'avais envie de creuser. J'ai jamais été très très bon dans le sport. Et pour autant, j'aime fondamentalement l'état d'esprit des sportifs de haut niveau. Et donc, j'avais envie de voir si c'était un truc qui m'allait à moi. Donc, je me suis mis aussi dans le sport. Ça se voit. Et donc, en fait, j'en suis là, quoi, à voir... tu sais, enfin, je sais pas si tu l'as déjà entendu ce truc-là. C'est un truc qui revient souvent dans les podcasts ou les lectures entrepreneuriales ou développement personnel, donc j'aime pas trop ça. Mais bon, on dit que tu as 5 domaines dans lesquels tu peux investir du temps. Tu as la famille, les amis, l'amour, le travail et le perso. Et en général, ce qui se dit, c'est que tu peux pas beaucoup plus que 2 ou 3 investir du temps vraiment bien dans 2 ou 3 de ces domaines, ces dimensions. Et du coup, j'ai fait beaucoup le travail. Et puis, à l'époque, j'avais une copine. Et donc, j'essayais de faire vivre ça, donc l'amour, tu vois. Et les potes, quand même? Et les potes, dans le travail, je trouve. C'était... Ah oui, dans le travail, oui. Okay. Mais mes potes en dehors du travail, j'ai mis en pause. Ah oui, quand j'ai même. mis en pause, sans forcément le vouloir. Pour moi, c'était un peu le temps s'arrêter, le temps de l'expérience side. T'as eu un objectif qui est venu au-dessus, quoi. Voilà. Okay. Et donc, là, je mets le perso. Donc, ce que je mets dans perso, c'est la dimension artistique, spirituelle. Voilà. Et je suis un peu j'essaie de prendre le temps de voir ce que j'ai envie de creuser. Donc, j'ai voyagé, effectivement. Je me suis mis à la photo, au sport. Voilà. On verra. Allez, j'embraye dessus parce que j'attendais que tu finisses ta phrase. Peut-être t'allais le dire. Moi, je suis sûr que tu as découvert une chose, c'est que tu pouvais faire d'autres métiers. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure de ta carrière, tu t'es rendu compte que tu pouvais avoir plein de vies. Et d'ailleurs, c'est peut-être le propos que tu portais même avec Side au tout début pour les étudiants. Tu m'as dit que tu pourrais être psy dans une autre vie. Raconte-moi, qu'est-ce que tu trouverais en tant que psy, en tant que, je ne sais plus si on en a parlé, mais peut-être moi, je me dis, je te le donne comme ça, entraîneur d'une équipe de sport, et en tant qu'entrepreneur. C'est quoi le point commun? La dimension de psy me plairait bien. En fait, ce que j'aime, et tu vois, c'est ce que je te disais, ce dans quoi je pense être bon, j'aime vraiment me connecter, être au contact avec les gens, d'être tu vois, dans l'authenticité, de vraiment comprendre les failles, les motivations, les envies, et de vraiment connaître bien l'autre pour ensuite l'aider à exprimer
tu vois, ces choses-là et puis devenir, réaliser en fait ses envies et être bon dans ce dans quoi il a envie d'être. Donc, je pense que on retrouve ça dans le coaching, dans la psy, tu vois. Tu vas être utile pour les autres dans un certain cadre. Ça peut être leur vie perso ou ça peut être une entreprise. Tu vois, je pense que je verrai pas le temps passer, et on l'a un peu fait, et je le fais un peu avec des entrepreneurs là. Si on passait du temps ensemble et tu me racontais justement, enfin, tu vois, la position dans laquelle je suis est inconfortable pour moi aujourd'hui, je préfère être dans la tienne, et puis qu'on ait les caméras baissées, et puis que tu me dises un petit peu quels sont tes projets, tes envies avec ce podcast, et puis je sais que tu as plein d'autres projets par ailleurs. Et puis de voir, tu vois, si je peux t'aider à débloquer des trucs, à te refocus sur des choses, si tu penses que c'est utile. Mais déjà, on l'a fait un petit peu. On l'a fait un petit peu, mais ça, je sais que ça me demande pas d'énergie. Au contraire, ça me nourrit aussi beaucoup, et j'adore faire ça. Donc après, la limite de ça, c'est que t'es pas vraiment les mains dans le cambouis. Donc peut-être que ça peut me frustrer à un moment donné, mais j'ai envie effectivement d'aller vers d'écouter ce truc-là. Et je te rejoins. Déjà, pour que les gens comprennent, on a fait un petit call. Je pense que c'était 20 minutes à la base pour préparer le podcast. Je l'ai chopé pendant 2 heures et je l'ai pitché ma boîte. Et c'est drôle parce que t'as bien vu ma posture dans le call. Et à un moment, je te disais, bon, elle a changé, là, ça part dans tous les sens. Déjà que c'est pas très structuré de base. Je voulais te parler d'une petite chose. Attends, est-ce qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps? Il va nous rester quelques minutes. Dans tout ce dont on parle, c'est quoi la part émotionnelle qui peut guider aujourd'hui tes choix, mais aussi l'analyse que tu fais des gens et même le pro? Est-ce que le côté émotionnel est quelque chose qui a émergé récemment ou pas forcément? Tu peux préciser ce que tu entends par côté émotionnel? Tout ce qui n'est pas pragmatique et tout ce qui n'est pas cartésien, qui est difficile, même si on essaye de le faire, des relations de cause à effet. Et je considère que ce que tu as fait avec moi, mais ce que tu peux faire avec d'autres personnes, ce qu'a fait ton coach aussi, il y a une part émotionnelle dedans. En fait, dans l'humain, il y a de l'émotion, quoi. C'est vrai. Et je pense que je peux l'exprimer davantage maintenant que je suis sorti de Side, parce que j'avais la casquette ou l'étiquette entrepreneur, dirigeant, je représentais mon équipe, tu vois, il y a une posture que peut-être finalement en fait qui était ridicule et que j'avais pas forcément besoin de m'imposer. Mais je pense que je le fais plus facilement aujourd'hui, avec plus de liberté et plus de plaisir que ce que je pouvais le faire avant. Donc c'est une part de moi qui s'exprime plus maintenant, parce que je m'autorise plus et parce que je m'impose pas une étiquette ou une casquette que je pouvais me mettre tout seul. Mais c'était un sujet avant ou tu l'as palpé récemment aussi avec peut-être un peu plus d'introspection? Peut-être avec un peu plus d'introspection. Et puis, je le faisais un peu avec ça, avec mes associés, puisqu'on était très transparents, on se faisait énormément confiance. Et puis, je le faisais avec mon équipe rapprochée. J'avais 5-6 personnes avec qui je travaillais directement. Et je sais qu'on était assez... on se disait les choses de manière assez transparente. Mais au-delà, tu vois, c'était plus difficile pour moi de le faire. Je vais te poser quelques petites questions du tac au tac. On va essayer d'aller rapidement. Ok. C'est pas facile, hein, donc tu vas me dire les gens qui te viennent à l'esprit. Ok. Le ou la entrepreneur qui t'a le plus impressionné? Du tac au tac? C'est pas grave si tu l'as pas rencontré. Mais... je dirais Adrien Falcon, tu vois, le coach dont je t'ai parlé. Ok. Tu m'as parlé de l'écosystème en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus simple d'entreprendre selon toi en France, malgré l'attaque Zuckman? Damn, on a dit qu'on parlerait pas de politique. Et d'argent. Et d'argent, c'est vrai. Je sais pas si c'est moi qui m'en suis extrait, mais j'ai l'impression qu'il y a plus cette énergie que j'ai connue moi en 2015. Donc je veux pas dire que c'était mieux avant, mais un peu quand même. En tout cas, c'est dommage qu'on ait perdu. En tout cas, tu vois, des initiatives comme The Family, il faudrait qu'il y en ait d'autres qui émergent. Un clin d'œil pour toi, pour aider les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, leur donner confiance. Après, il y a pas mal d'initiatives, tu vois, quand même qui existent. Mais il y a une place, c'est ce que tu dis. Je pense qu'il y a une place. Ok. Le plus important dans cet accompagnement, c'est des rôles modèles,
C'est de l'argent, c'est un réseau professionnel. Allez, je te donne 3 éléments déjà. C'est ça, et puis... Non, c'est lequel des 3 du coup? Ah, pardon. De le quoi? plus important, ouais, si tu Le veux. plus important? Ouais, tu dirais. Les gens ont besoin de quoi aujourd'hui pour plus entreprendre et mieux entreprendre? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les témoignages, tu vois, d'entrepreneurs ou de personnes qui venaient, tu vois, des États-Unis, qui travaillaient dans des boîtes un peu inspirantes de l'époque, genre, j'en sais rien, moi, Intercom, tu vois, ces boîtes-là, et qui venaient passer du temps avec nous. Et qui nous partageaient leur point de vue sur l'entrepreneuriat, sur la façon dont ça se passait, notamment aux États-Unis. De manière et donc authentique. ça te voilà, de manière authentique. Et ça te libère, ça te fait ouvrir des petites idées, des petites boîtes, et ça te t'ouvre des perspectives pour dire ah ouais, en fait ce sujet-là, faudrait que j'arrête de me prendre la tête dessus. Ok, il faut que j'aille. Oula, attention, ah oui, tu vois, si je fais tel truc, il y a telle conséquence qui pourrait arriver. Donc je pense que les témoignages sont importants. Montrer, avoir des perspectives, c'est donc ma dernière question. C'est quoi la matière qu'on aurait tous dû avoir en primaire qui nous permette, en tant qu'enfant, de rêver ou du moins de ne pas se mettre de barrières mentales sur ce qu'on peut réussir et réaliser? Alors, je ne sais pas si c'est exactement pour ce que tu viens de dire, mais j'aurais aimé avoir des cours justement sur les émotions. Pour apprendre à se connaître, à connaître l'autre et puis à interagir avec les autres de manière plus naturelle, plus spontanée, sans faux semblant. Je pose la question à beaucoup d'entrepreneurs, de mes invités. On parle d'empathie, on parle d'éducation civique, on parle de gestion des émotions la plupart du temps. Et le dernier qui vient, mais qui devrait déjà être là en réalité, c'est de l'éducation financière. Mais moi, je veux terminer là-dessus. Et en fait, on est venu là-dessus. Je sais qu'on parlait d'humain, mais dans l'humain, ça a son lot d'incompréhension. Et je considère que ça réside dans les émotions. Et j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, que l'entrepreneuriat, qui plus est quand tu bosses avec des gens, le plus dur et peut-être le plus gratifiant aussi, c'est de se connecter, de devoir gérer ses émotions, non? De se connecter à l'autre, tu vois? Ouais. Et de conjuguer avec toutes ces variables qu'on ne comprend pas forcément. Oui, il y a une grosse part d'humain et d'émotionnel dans la création. Après, tu vois, c'est là où ça demande aussi du temps pour réussir à le faire avec une plus grosse équipe. C'est-à-dire comment tu arrives. Et donc, nous, on a réussi à le faire avec les valeurs dès les premiers jours. On s'est vraiment forcé à faire l'exercice de quelles étaient les valeurs de Side et quelles allaient être les valeurs de l'équipe. Alors qu'on était 4, tu vois. Et du coup, c'est des valeurs qui sont encore aujourd'hui défendues dans les équipes. Quand on recrute autour de ces valeurs. Quand il y a un truc qui va pas, on parle des valeurs en disant tiens, en fait, par rapport aux valeurs, moi... Donc c'est pas qu'un truc bullshit sur les murs, c'est un point de repère, et ce qui te permet justement de rester fidèle à qui tu es en tant qu'entrepreneur à une plus grosse échelle. Donc tu vois, c'est aussi un challenge à bien anticiper dès les débuts, parce qu'une fois que tu as l'équipe, c'est plus difficile ensuite à installer. Un grand merci David, j'ai envie de terminer avec ça, mais dans tout ça, entourez-vous, ce sera peut-être un peu plus simple, je pense, de justement voir ces points d'amélioration et ces points positifs. Merci, bon vent. Merci à toi. Outre-Atlantique. J'attends l'invitation, sachant que la Coupe du Monde est aux US en 2026 et j'y serai, je te l'ai déjà dit. Merci de nous avoir écoutés. Force sur vous. Grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui doutent. Faites pas comme moi, intellectualisez pas trop, par moments foncez, écoutez-vous. Et il y a des belles choses qui vont ressortir, j'en suis convaincu. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Merci David. Merci. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.